Élisabeth Germain, militante au Centre des femmes de la Basse-Ville et au comité Féminisme Bien Vivre, Écologie et Économie de la Fédération des femmes du Québec. Alors Elisabeth, tu prends place à côté de moi, prends un micro, fais comme chez toi, on est entre nous. Alors Elisabeth, en décembre dernier, le gouvernement du Québec présentait ce qui devait être un plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Du côté des groupes de femmes, comment avez-vous reçu ce plan de lutte-là? Pas bien. Oui, c'est ça. Okay. Ben, ça fait, comme chez nous, ça fait cheap. C'est ça que j'aurais dit chez nous. Que ça fait cheap, que c'est... en fait, le gouvernement fait un plan de lutte à la pauvreté parce qu'il est obligé d'en faire un. Mais quand tu lis ça, tu sens qu'il n'y a pas d'intérêt, le cœur n'est pas là, il ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. Puis au fond, il n'a surtout pas regardé comment ça se fait qu'il y a du monde qui est pauvre. Puis comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a du monde qui est pauvre? Ben, c'est parce qu'on a une société qui est vraiment... dessinée pour qu'il y ait des dominants puis des dominés. Tu sais, il y a plein de systèmes d'oppression dans la société, à commencer par le capitalisme. Alors, ben c'est ça. Je veux dire, il y a d'autres exploitations dans le monde, mais actuellement, on est dans un système, le système capitaliste, qui vise une chose, c'est faire le plus d'argent possible pour pouvoir en réinvestir le plus possible, puis finir par avoir cette fameuse liste que le magazine Forbes a publiée il y a 3-4 jours, là, où on voit que, savez-vous quoi, il y a des gens qui non seulement sont milliardaires maintenant, mais qui ont plus que 100 milliards de dollars. Alors, quand on est dans ces hauteurs capitalistes, ou bien qu'on aspire à ces hauteurs capitalistes, bon, tu sais, la pauvreté, là, je veux dire, ils ne font pas de différence, eux autres, entre 50 000 $, 20 000 $, 6 000 $ d'aide sociale, là. Tout pareil pour eux. Il y a 1% des gens dans le monde qui possèdent autant de richesses que 50% des plus pauvres. Donc, on peut voir ce que ça donne tous les jours au téléjournal. Mais au Québec, être pauvre, ça signifie quoi? Alors, au Québec, être pauvre, ben, la mesure officielle, c'est la mesure du panier de consommation. C'est à peu près 19 000 $, là, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais c'est un chiffre qui est calculé pour les besoins de base, c'est-à-dire se nourrir, se loger, s'habiller, se transporter, avoir du téléphone. Bon. C'est vraiment basic, là. Pas de voyage, pas de rêve, etc. Là. Juste la base. Puis, selon cette mesure du panier de consommation, il y a une personne sur 10 au Québec qui est pauvre. OK? Alors, ça fait pas mal de monde. Il y a 10% des femmes qui sont pauvres comme ça, là, qui sont en bas de la MPC. Ça veut dire au-delà de 400 000 femmes. Tu sais, quand on dit une femme sur 10, ça fait pas beaucoup. Mais quand on réalise que c'est 400 000 femmes, là, ça fait pas mal de monde. Bien, d'autres chiffres rapidement, il y a une femme seule sur 4 qui est pauvre, en bas de la MPC, là. Puis ça veut dire très pauvre, en fait. Il y a, dans les femmes seules entre 18 et 65 ans, il y a une femme sur 3 qui est pauvre. Ça fait comme pas mal beaucoup, ça. Puis il y a une famille monoparentale avec femme à sa tête, une sur 3 qui est pauvre. Puis finalement, ben, j'ai pas les chiffres chez les femmes immigrantes ou autochtones et tout, j'ai pas trouvé les statistiques, mais les femmes immigrantes, on dit qu'elles gagnent 90% du revenu des femmes en général. Alors, si on compare ça au revenu des hommes non immigrants, non autochtones, etc., les femmes immigrantes gagnent 60% du revenu d'un homme, je veux dire un homme blanc. Là. Alors, ça donne une idée que les femmes sont pauvres. OK? Puis, pourquoi les femmes sont plus pauvres comme ça? Bien, là, les causes, hein? Bien, on peut trouver une cause qui remonte à très loin, qui est toute la question du travail domestique, puis ce qu'on appelle le soin, entre guillemets, là, en anglais ils appellent ça le care,
En français, on peut appeler ça le soin. C'est nous qui avons le soin des enfants, le soin des personnes âgées, le soin des personnes handicapées. C'est nous qui nous occupons des liens familiaux, des liens sociaux, etc. Puis ça, comme par hasard, c'est pas payé. Hein? Alors, l'autre jour, j'ai lu quelque chose d'intéressant. Tu sais, on parle souvent du travail de production, qui lui est payé, valorisé, puis du travail de reproduction, qui lui, il est gratuit. Mais là, dans cet article-là, la femme, elle écrivait production et trait d'union, production. Alors là, tout d'un coup, le mot reproduction, on s'apercevait que c'était vraiment de la production. Parce qu'au fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit la force de travail. Il n'y en aurait pas de force de travail si nous, on ne la mettait pas au monde, puis on ne s'en occupait pas ensuite. Alors voilà, ça, c'est pas compté. Et c'est la grande source de pauvreté chez les femmes. D'ailleurs, pour ce qui est des écarts de revenus entre les hommes et les femmes de 65 ans et plus, c'est là où les écarts sont les plus importants. On entendait aujourd'hui que la moyenne des revenus des femmes de 65 ans est autour de 27 000, alors que pour les hommes de 65 ans et plus, c'est 45 000. C'est un écart vraiment important. Puis parmi les personnes en situation de pauvreté, des femmes qui ont sacrifié une partie de leur vie à s'occuper, surtout à cette époque-là, de la famille. Puis après ça, ben, en cas de séparation, tu te retrouves seule. Puis oui, c'est la pauvreté, parfois l'aide sociale. Donc c'est. Puis aussi, c'est que quand elles sont âgées, elles n'ont plus de retraite, elles n'ont pas accumulé de fonds de pension personnels. Là. Alors ça aussi, c'est une grosse cause de pauvreté. Puis je voulais dire aussi, c'est rendu où? Ah oui, c'est ça, que la pauvreté chez les femmes est beaucoup liée à de la dépendance, comme tu en parlais. Puis ça, là, il y a une affaire qui est fondamentale. L'aide sociale, là, quand tu es en couple, OK, tu ne reçois pas ton aide sociale à toi. C'est le couple qui est considéré. Ce qui fait que les femmes qui rentrent en couple, les femmes qui sont sur l'aide sociale, puis qui rentrent en couple avec une autre personne, à cause des lois actuelles, ben, elles perdent tout. Parce que si elles rentrent en couple avec une personne qui a 20 000, 25 000, 30 000, 40 000, elle perd son revenu personnel, elle tombe complètement à charge. Tomber à charge, là, ça ne veut pas dire que ça coûte, ça veut pas seulement dire que ça coûte cher au monsieur à côté. Ça veut dire que moi, comme personne, je n'ai plus d'autonomie financière. Je suis obligée de demander pour m'acheter une paire de bobettes, pour acheter les affaires pour la famille, pour mes robes, pour mes pantalons. Alors, cette dépendance-là, -là, c'est extrêmement dur à vivre. Ça enlève de la confiance en soi, de l'estime de soi. C'est un autre obstacle pour que les femmes puissent avoir une initiative pour gagner de l'argent personnel. C'est cette fameuse dépendance-là. Oui. C'est énorme pour les femmes qui le vivent. J'ai un souvenir d'une femme en alphabétisation. Je travaillais, justement, elle avait à faire ce choix-là de est-ce que je vais vivre avec mon conjoint qui est en emploi. Elle avait des immenses barrières pour aller en emploi, des barrières qui étaient non reconnues. Elle avait des grosses difficultés de lecture, mais c'est ça. Elle a fait le pas, mais après ça, de se dire chaque fois que je veux dépenser $1, il faut que je le demande à mon conjoint. C'est énorme. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Est-ce qu'on peut penser ça autrement? Mais je sais que oui, mais parle-nous-en. Oui, avant d'en parler, je veux juste dire une chose. Ça fait des dizaines d'années que le Front commun des personnes assistées sociales se bat pour faire changer ces affaires-là. Alors, ça ne change pas facilement, mais le Front commun, quand vous en entendez parler, là, prêtez l'oreille parce que leurs luttes sont fortes et nécessaires. Ils sont là depuis. Des changements, des solutions, bien, il faudrait des changements dans le marché de l'emploi qui est extrêmement mal foutu. Il est mal foutu parce qu'il est dans la concurrence puis la vitesse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est mal foutu parce qu'il n'y a pas de conciliation famille, travail, études. Il est mal foutu parce que la minute que quelqu'un a du trouble puis doit faire une transition, on perd pratiquement tout. Alors, il faut réformer le marché de l'emploi. Il faut organiser des transitions entre les études, le travail, les études, la famille, pouvoir s'absenter du travail un bout de temps sans être trop pénalisé. Il y en a un petit peu de ça, là, comme avec le RQAP, mais c'est tellement partiel, puis c'est tellement pas inscrit dans les mœurs que c'est vraiment pas suffisant.
Il faut absolument remonter le salaire minimum, ça on le réclame aussi. Le salaire minimum trop bas, ça crée de la pauvreté tout le temps, il faut réformer ça. Il faut réformer tout notre système de sécurité sociale pour l'individualiser. L'individualiser, là, pas dans le sens « je suis responsable », mais dans le sens que les prestations sont accordées aux individus et non pas en fonction d'un revenu familial. Et puis, bien, les services publics, il faut absolument arrêter tout ce qu'on a mis comme mesure d'austérité qui crée de l'appauvrissement, qui retombe encore sur les femmes, parce que quand il n'y a pas de services publics, c'est les femmes qui prennent soin de tout le monde. Puis tout le monde a besoin des services publics, parce que, ben, tu sais, les femmes sont pauvres, mais il y a bien du monde pauvre aussi. Alors, les services publics, quand ils sont déficients, ça précipite tout le monde dans la pauvreté, en plus d'être une charge supplémentaire pour les femmes. On travaille pour ça. T'en veux-tu d'autres, là? Ben, continue! Non, mais c'est parce que là, je vais m'embarquer à révolutionner le monde, là, puis... Mais peut-être, si tu as quelques mots pour conclure, tu peux te les permettre. Ben, pour conclure, je dirais simplement que il faut faire la politique autrement. Il faut que la politique se fasse avec au cœur le souci du bien-être des gens, au cœur le souci du bien-vivre. Puis bien vivre, ça veut dire bien vivre entre nous, bien vivre avec la terre, bien vivre avec les étrangers, parce que dans le fond, on est tous des étrangers dans un sens, puis on est tous des citoyens de cette terre-là où on habite. Alors je souhaite que tout le monde s'accueille, puis que c'est ça, qu'on ait ce souci du bien vivre pour tout le monde. Merci beaucoup, Elisabeth Germain.